peut-être au niveau de la communication responsable, c'est peut-être de rappeler, parce que j'ai beaucoup aimé le premier intervenant tout à l'heure, c'est que la communication s'inscrit traditionnellement peut-être dans un contexte qu'elle se doit de mieux connaître pour pouvoir le mieux possible s'y adapter. Je pense que c'est déjà quelque chose d'extrêmement important et que aujourd'hui, le paysage économique et social a beaucoup évolué. On doit faire face à des crises climatiques, économiques et bien sûr sanitaires qui induisent forcément des transformations indispensables, notamment en matière de communication. Et de fait, ça va devoir entraîner une nouvelle façon de réfléchir à la communication. On va devoir donc avoir une communication qui s'adapte, qui laisse la place à une communication qui va être plus responsable. Ça veut dire plus sensible, notamment aux enjeux écologiques, qui soit davantage à l'écoute des citoyens et plus largement de l'ensemble des parties prenantes. Je crois que ça, c'est un point qui est particulièrement indispensable. Mais cette communication plus responsable, elle doit aussi intégrer la notion d'urgence et elle doit s'interroger sur deux aspects, à la fois la manière de délivrer les messages, mais également le contenu de ces messages. Et donc, par rapport à ces éléments-là, ça veut dire que, tout comme le premier intervenant l'a bien dit, il va falloir s'appuyer sur des preuves, sur de la démonstration, et avec une tonalité qui soit plus proche de l'humilité que du cocorico. Je pense que c'est une démarche aussi, la communication responsable, qui est une démarche qui est volontaire, qui est globale, où on est conscient des impacts que la communication a sur l'ensemble de la société. Et dès lors, ça signifie que pour moi, la communication on va dire des organisations, parce que je voudrais pas qu'on ait l'impression que la communication responsable, ce n'est que pour les entreprises. C'est pour l'ensemble des organisations, pour les collectivités locales et toutes les organisations publiques. Donc c'est vrai que pour moi, cette communication responsable, elle doit être concrète parce que dans la façon dont nous allons communiquer, nous allons en tant que communicants mettre en place où on va pouvoir orienter nos clients, nos usagers vers nos offres qui sont les plus durables. Ça peut vouloir dire des produits, mais ça peut vouloir dire aussi des services. Autre point, concernant la communication responsable des collectivités locales et des organismes publics locaux ou nationaux, hein, je pense que eux, ils ont en plus une responsabilité ou un rôle en tout cas spécifique pour expliquer les enjeux et pour faire évoluer également les comportements. Et donc, ça veut dire qu'ils vont devoir prendre mieux en compte les attentes des habitants parce que ces habitants et les citoyens, hein, ils ont envie d'être associés de façon plus importante aux choix de politiques publiques locales qui sont faits. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a aussi dans la responsabilité du communicant la promotion de tous les outils de participation, comme par exemple les budgets participatifs. Alors bien sûr, une fois que j'ai dit ça, et on l'a vu après avec les deux autres intervenants, les deux autres piliers de la communication responsable, c'est bien sûr aussi la question de l'éco-conception de l'ensemble des outils de communication que l'on peut faire, hein, que ce soit des films, des éditions, de l'événementiel, on vient d'en parler, des outils numériques. Et puis un troisième pilier pour moi aussi, pour cette communication responsable, ce serait la mise en place d'une gouvernance au sein de nos organisations et en particulier aussi au sein de l'ensemble des acteurs de la profession de la filière communication, de l'ensemble donc également des prestataires, avec la mise en place de problématiques comme celle de l'accessibilité, celle de la diversité, celle de l'inclusion. Plus globalement, je pense que ça signifie pour moi que la communication, par le très fort pouvoir d'influence dont elle dispose et sur la société, eh bien, elle a le pouvoir
quelque part, de faire la promotion de modes de vie qui soient plus compatibles avec les limites actuelles de la planète. Elle a donc aussi une très grande responsabilité. Elle peut décider de s'en saisir si elle rentre dans cette nouvelle façon de communiquer et donc de s'appuyer sur cette communication plus responsable. Merci beaucoup. Et du coup, justement, l'ADEME, elle a développé un guide de la communication responsable. Justement, c'était quoi l'objectif de cette démarche pour la profession, de faire avancer les choses? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. En fait, c'est pas un sujet nouveau pour l'ADEME que la communication responsable. En 2007, j'avais élaboré le guide de l'éco-communication. Donc, à ce moment-là, on parlait moins des messages et plus d'éco-conception, voilà, mais les choses aussi, petit à petit, ont évolué. En 2012, donc, on a aussi piloté un guide anti-greenwashing. Là aussi, parce que on avait vu dans les années précédentes que cette question du greenwashing, et je ne fais pas référence simplement à la publicité, hein, mais globalement, la question du greenwashing était extrêmement importante. Et on s'est dit, mais quand même, on ressent des choses au travers d'un contexte qui est en train d'évoluer, où l'urgence climatique prend de plus en plus de place, où en fait il y a une demande, hein, et on le voit bien aujourd'hui avec toutes les personnes qui sont présentes dans votre événement, qu'il y a une demande de partage d'informations, de solutions, parce que ça se fait pas d'un claquement de doigts tout ça, et que du coup il y a un besoin de comprendre les nouveaux outils, les nouveaux référentiels qui peuvent apparaître. Et enfin, il y a aussi besoin de lutter contre un certain nombre d'idées reçues, parce que comment est-ce que vous voulez bien communiquer sur quelque chose si vous n'en comprenez pas les tenants et les aboutissants? Donc en janvier 2020, l'ADEME a publié le guide de la communication responsable. Pour cela, on s'est appuyé sur plus d'une cinquantaine d'experts, dont Thierry Libart et Mathieu Janich, avec qui nous étions les co-auteurs, pour donner des outils un outil qui soit opérationnel, hein, quelque part, aux professionnels, non seulement de la communication et du marketing, mais aussi de la RSE, parce qu'il est important que l'ensemble de ces professionnels se comprennent, se parlent et puissent élaborer ensemble ces messages de communication. C'est bien sûr aussi un outil qui peut être très important et très intéressant pour les étudiants et puis pour les enseignants. Alors, dans ce guide de la communication responsable, on a deux parties. Une première partie qui est plutôt tournée autour des grands enjeux. Ça présente notamment les problématiques, les enjeux auxquels les communicants vont devoir faire face, hein, comme passer d'une économie linéaire à une économie plus circulaire. Comment faire aussi pour qu'on dépasse le « je consomme donc je suis ». Comment aussi réfléchir sur ces nouveaux principes comme l'économie de la fonctionnalité, et puis quel est le rôle du communicant dans la société d'aujourd'hui. Et puis ensuite, on a une deuxième partie qui, elle, est une boîte à outils, hein, c'est très clair, qui aborde différents aspects de la communication auxquels tout professionnel de la communication va être forcément concernés, quoi. Par exemple, on aborde un chapitre sur éco-concevoir son édition, éco-concevoir son événement, la question de la production audiovisuelle également. Voilà, on est tous autour de la table et on voit bien que ce sont des sujets sur lesquels effectivement il y a besoin d'expertise, d'expérience, de partage. Et puis on propose notamment la mise en perspective et le décryptage de certains outils dont on parlera très certainement tout à l'heure. Donc voilà, en gros, ce guide aujourd'hui, il est complété bien sûr par un site internet communication-responsable.adem.fr qui se veut une sorte de hub de la communication responsable où vous allez retrouver la même déclinaison des chapitres entre l'édition, l'événement, la production audiovisuelle, la publicité, le marketing, et où vous allez retrouver des ressources notamment pour aller plus loin, et puis aussi parce que c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Surtout en ce moment, on essaye de mettre en avant des informations qui viennent compléter et enrichir tout ce que l'on avait mis initialement seulement dans l'ouvrage.
Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Du coup, maintenant, je vais donner la parole aux autres intervenants pour poser la question de justement pour vous concrètement, avec votre compétence métier, qu'est-ce que c'est que la communication responsable et qu'est-ce que ça signifie? Et vous puissiez nous présenter aussi dans votre activité, votre démarche. Donc, je vais donner d'abord la parole à Vanessa Merlin. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de me retrouver avec vous. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre métier. Nous sommes imprimeurs et je vais vous faire part du support, donc pour faire de la communication responsable, donc entre autres le papier. On sait aujourd'hui que 89% des Français déclarent être sensibles à l'environnement, donc la communication responsable, bien sûr, en fait partie. Donc, nous, on est fournisseurs de communication responsable. Donc, on se doit aussi d'être vertueux et d'être éco-responsable. Donc, aujourd'hui, notre démarche en tant qu'imprimeur, ça passe par plusieurs points et notamment l'utilisation du papier. Donc, je vais revenir sur l'intervention de Monsieur Calvo qui précisait qu'une démarche RSE, c'était une démarche collective. Et aujourd'hui, c'est vrai, chez nous, en tant qu'imprimeurs, cette démarche qu'on a voulu faire, maintenant il y a plus d'une vingtaine d'années, elle s'est faite collectivement, c'est-à-dire elle s'est faite avec l'ensemble des salariés, des collaborateurs. Et je pense aujourd'hui que cette démarche fonctionne parce qu'on a impliqué tous les salariés. C'est vraiment une démarche collective. Ça a été un projet fédérateur. Comme quoi, quand on a les mêmes idées, quand on a les mêmes attentes, les mêmes besoins, ça fédère l'ensemble des personnes. Donc, je vais vous parler surtout de l'éco-conception. Donc, comment éco-concevoir un produit aujourd'hui imprimé? On a plusieurs pistes, donc notamment sur le choix du papier. Donc, on s'y perd un peu dans ces différents papiers parce qu'il existe beaucoup de papiers différents. Moi, je vais vous parler notamment du papier recyclé, du papier certifié et des papiers non certifiés. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un papier certifié? Un papier certifié, il peut avoir différents labels comme FSC, donc FSC ou PEFC. Ça, c'est la gestion durable des forêts, c'est-à-dire que PEFC ou FSC, ils vont s'engager économiquement, socialement et environnementalement. C'est-à-dire, par exemple, au niveau environnemental, ils vont s'engager à replanter des arbres quand on abat des arbres pour la fabrication d'un papier ou d'un meuble ou quoi que ce soit. Socialement, ils vont s'engager à protéger les populations qui habitent dans ces forêts, mais aussi les travailleurs. Et économiquement, comme ça génère de l'argent, comme ça génère des emplois, ça génère également de l'argent. Alors ensuite, je voulais vous parler aussi du papier recyclé. On a beaucoup d'idées reçues sur les papiers. Alors, la première idée reçue qu'on a, c'est quand on recycle du papier, on pollue. C'est vrai qu'il y a quelques années, pour recycler un papier, il fallait beaucoup de produits chimiques, toxiques, pour blanchir à nouveau le papier. Aujourd'hui, c'est faux. Pour blanchir un papier, c'est très simple, en fait. Donc, on va récupérer tout ce qui est vieux papier, donc notamment des imprimeries ou des écoles, de vos poubelles également. Ce papier, ensuite, il est trié en fonction de sa blancheur. Et ensuite, il va être broyé en petits morceaux. Puis, on va enlever tout ce qui est aspérité, donc tout ce qui est agrafe, trombone. Et on va aspirer tout ce qui est plastique. Ensuite, ces déchets papier vont être passés dans de grosses lessiveuses avec du savon noir et de l'eau. Donc, vous voyez, le procédé est très naturel. Savon noir, de l'eau. Les lessiveuses vont tourner comme des machines à laver. Le savon noir va former des bulles et l'encre va s'accrocher aux bulles. Donc, au-dessus, vous aurez une boue d'ancrage et en dessous, vous aurez de la pâte à papier qui est blanchie. Le procédé dure 6 heures. Il faut savoir que ça nécessite 2 à 5 fois moins d'énergie que de créer un nouveau papier avec des fibres vierges. Donc, on a cette pâte à papier qui est blanchie et au-dessus, vous avez cette fameuse boue d'ancrage donc, qui va servir également pour remplacer la chaux sur les champs. Comme quoi, tout se recycle dans le papier. Tout est bon. Okay. Ensuite, on a une deuxième idée reçue sur le papier. Le papier détruit les forêts. Alors là,
C'est ce qu'on entend très régulièrement. En fait, la déforestation aujourd'hui est due à 90% pour les pratiques agricoles. Donc non, le papier ne détruit pas les forêts. On récolte du bois, certes, pour fabriquer du papier, hein. Il y a 11% de la récolte de bois qui sert à la fabrication du papier, mais 50% des récoltes de bois est utilisée pour produire de l'énergie et 25% pour les constructions. Donc comme quoi on a beaucoup d'idées reçues sur le papier. Ok, merci beaucoup Vanessa. On reviendra de toute façon après sur le sujet à travers différentes questions. Je vais laisser maintenant Alexis Crissen se présenter et présenter sa démarche en introduction. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexis, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Gifts for Change. J'ai un petit film, mais je pense que vous le diffuserez après, si je ne m'abuse. Oui, quand on parlera des exemples, que vous nous donnez des exemples concrets, tout à fait. Ok, super. Alors nous, on est une société, une entreprise sociale, une société à mission labellisée B Corp, que j'ai créée en 2014. On intervient sur un secteur qui est celui de la communication par l'objet. Les fameux cadeaux d'affaires, goodies, voilà, je ne sais pas quelle image vous en avez, mais en général, on a une image assez juste qui est que c'est un secteur où le plastique et l'électronique sont rois, où beaucoup de fabrication a lieu en Asie, 80-90%, beaucoup d'imports, beaucoup de produits un peu superflus qui finissent à la poubelle sans même qu'on les ait utilisés, du plastique jetable à tous les étages, enfin bref, un marché qui a un long chemin à parcourir pour se transformer. Même s'il est, comme beaucoup d'autres secteurs, en transition vers plus de responsabilités. Nous, Gifts for Change, on a créé une voie vraiment innovante dans ce secteur qu'on a appelé l'engagement par l'objet, un concept qu'on a déposé, qui nous est propre, qui consiste à permettre aux organisations de s'engager pour des grandes causes sociales, environnementales, sociétales, par le biais d'objets éco-responsables, fabriqués en France, dans une démarche d'inclusion par des personnes en situation de handicap et qui se veulent concentrer de tout ce qu'on peut imaginer comme impact positif tout au long du cycle de vie de ces objets. Donc dans notre catalogue, on ne trouve pas de plastique, pas d'électronique, pas d'Asie. On se prive de beaucoup de produits qu'on pourrait faire sur ce marché. En revanche, là où d'autres, effectivement, ont des catalogues avec 30 000 références, nous en avons 100 ou 150, mais qui sont toutes des jolis objets fabriqués en bois issus de forêts éco-gérées, avec du papier recyclé, du lin européen tissé en France. On a vraiment noué tout un réseau de partenaires en France, une vingtaine de la filière bois qui ont besoin de débouchés, de la filière papier, lin, et nous fabriquons par exemple des bracelets à l'effigie d'animaux menacés qui permettent de soutenir les animaux représentés sur les bracelets. Nous fabriquons des badges en bois pour remplacer les centaines de milliers et de millions de badges en plastique. Nous fabriquons pas mal d'objets, des étiquettes de bagages, des sacs en coton bio, etc. Enfin bref, on a un catalogue, mais notre savoir-faire, c'est d'adosser à cet objet une grande cause et de dire aux entreprises, plutôt que de faire un peu mieux en matière d'objets publicitaires, on va faire carrément autre chose en fait. Vu que l'utilité, l'efficacité de ces démarches de communication par l'objet est parfois difficile à mesurer, vous en offrez des millions et finalement, quel ROI avez-vous au bout du compte? On va vous proposer de faire carrément autre chose. On va vous proposer d'en faire moins, mais d'y adosser une logique de philanthropie et de se servir de ces objets non plus comme d'un support pour dire on est géniaux, mais pour co-construire avec vos clients, pour vous engager ensemble pour des grandes causes. Et évidemment, quelles grandes causes? Des grandes causes qui ont du sens pour les entreprises auxquelles nous nous adressons, ou les associations et les collectivités. Par exemple, c'est la vidéo que vous verrez tout à l'heure, nous avons monté avec Disney, en remplacement de leurs habituels objets promotionnels, lors de la sortie du Roi Lion, un bracelet à l'effigie de Simba, qui a servi d'objet promotionnel pour le lancement de ce film, qui a permis de collecter des fonds pour protéger les derniers lions du Sénégal, puisque la plupart des lions sont maintenant en Afrique de l'Est, mais là de lever des fonds au profit de cette cause. Nous menons des opérations avec des enseignes de prêt-à-porter féminin, par exemple, qui permettent de financer des programmes de lutte contre les violences faites aux femmes ou des programmes d'entrepreneuriat féminin.
Nous finançons avec des acteurs, par exemple, de la culture, des objets qui financent l'accès à la culture. On a des objets et des accessoires qui sont en vente à la Fnac, chez Cultura, et puis d'autres qui sont offerts. Donc voilà, globalement, la communication par l'objet, c'est un secteur beaucoup plus gros que ce qu'on pourrait penser. C'est le 4e média des annonceurs. C'est plus que les dépenses publicitaires à la radio, par exemple, ou en affichage. L'objet est vraiment apprécié, plébiscité. La fédération dit c'est le seul média pour lequel les gens qui le reçoivent disent merci, ce qui est intéressant à imaginer. On dit rarement merci pour une pub, mais un cadeau publicitaire, en fait, les gens continuent à l'apprécier, de recevoir des cadeaux. Encore faut-il que ces cadeaux aient un sens et une utilité. Et dans notre cas, cette utilité, elle passe par un impact positif. Donc encore une fois, de l'emploi pour des personnes en situation de handicap, des débouchés pour des filières françaises qui en ont grandement besoin, qui sont très déficitaires en termes de balance commerciale, des montants levés. Voilà. Et pour vous donner un chiffre, l'année dernière, notre activité a permis de donner de l'emploi à 27 personnes en équivalent temps plein en situation de handicap. Nous avons versé 20% de notre chiffre d'affaires à nos partenaires associatifs. On a évité des centaines de milliers d'objets en plastique et en électronique. Enfin, voilà. Donc on est loin d'être parfait, mais on essaye de tracer une voie nouvelle, différente, et de démontrer que sur un marché aussi concurrentiel, il y a 2500 distributeurs d'objets publicitaires en France, eh bien on peut proposer une voie différente, génératrice de renouveau, d'impact positif, et pas juste un peu moins polluante, mais même positif en termes d'impact. C'est-à-dire que le solde entre l'empreinte environnementale de notre activité et ses retombées positives parce qu'elle finance et parce qu'elle permet de générer comme impact positif est largement au profit de ce qu'il y a de positif. Pour vous donner un seul exemple, on a par exemple depuis le début de notre activité permis de replanter plus de 200 000 arbres. Alors certes, on fait des objets en bois, comme vous le disiez, c'est la même histoire que pour le papier, des objets en bois issus de forêts éco-gérées, donc des forêts qui ne sont pas en déforestation, mais qui lèvent des fonds, par exemple, pour des projets de reforestation, de reboisement, d'agroforesterie. Donc voilà, okay. De nombreuses activités, de nombreuses associations, de nombreuses actions financées, et la volonté vraiment de peser, de transformer un marché qui est un petit peu en retard en termes de transformation, mais même si maintenant la conversion semble engagée. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Lisa Aubinck sur la production audiovisuelle. Donc, que puissiez nous présenter un petit peu la démarche dans votre activité. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Moi, je travaille je suis productrice et je travaille également pour le collectif EcoProd. Donc, le collectif EcoProd a été créé en 2009 et s'intéresse vraiment à cet aspect de l'écoproduction dans le secteur audiovisuel. C'est un collectif qui réunit 8 acteurs majeurs du secteur. On a le CNC, France Télévisions, TF1, Canal+, Film France, Film Paris Région, la CST et Audience, donc vraiment des acteurs clés du secteur audiovisuel et cinéma. Et notre mission rejoint un peu ce que disait Valérie Martin en introduction, c'est qu'il y a une vraie demande de partage d'informations et de solutions. Donc EcoProd s'est vraiment donné pour mission de fédérer autour de la question de l'éco-responsabilité dans le secteur audiovisuel et de sensibiliser le secteur à cet impact et à comment le réduire. Donc notre travail se fait un peu sur 2 axes. Premièrement, comprendre l'impact environnemental du secteur audiovisuel. Et donc pour cela, nous publions régulièrement des études sur les différents impacts de nos métiers. Là, on vient de sortir une étude sur l'éco-conception des décors et la réduction des déchets dans ce secteur de métier. Et un deuxième axe qui est accompagner le secteur pour réduire cet impact. Et pour cela, nous mettons à disposition des outils gratuits sur notre site internet. C'est des outils tels que des fiches pratiques ou un calculateur carbone qui est adapté aux productions audiovisuelles, qui permet donc à chacun qui s'intéresse à ce sujet de comprendre son impact et de trouver des bonnes pratiques pour le réduire. Et une de nos activités aussi, c'est de faire de la sensibilisation auprès de professionnels du secteur et auprès d'étudiants
et notamment la question des interventions auprès des étudiants nous semble très, très, très importante, puisque c'est vraiment une manière différente de voir nos métiers et de concevoir la fabrication d'une vidéo ou d'un produit audiovisuel. Et donc, ça nous semble essentiel de sensibiliser les jeunes professionnels à cette question. Et on voit que le sujet de l'éco-responsabilité dans le secteur audiovisuel prend vraiment de l'ampleur, tant au niveau des institutions qu'au niveau des acteurs du terrain. EcoProd a créé une charte en 2014 qui a été signée aujourd'hui par près de 450 sociétés. Et donc, ça montre en fait l'intérêt croissant du secteur pour les enjeux environnementaux et leur volonté de s'inscrire dans une démarche éco-responsable. Et quand je parle de secteur audiovisuel, ça touche vraiment le secteur dans sa globalité, que ce soit des sociétés ou des professionnels qui travaillent dans le milieu du cinéma, de la télévision, mais aussi la publicité. On voit que ça prend aussi de l'ampleur au niveau des institutions. C'est vraiment un sujet qui est pris à bras-le-corps, que ce soit par le CNC ou des acteurs locaux, comme par exemple dans les Hauts-de-France, on a l'agence Pictanovo, qui accompagne les productions sur le territoire des Hauts-de-France, et toutes les commissions régionales comme ça sont de plus en plus investies sur ces enjeux d'éco-responsabilité. Et peut-être pour finir sur cette introduction, pour nous, l'éco-production, ce n'est pas du militantisme écologique, c'est vraiment une manière la seule manière, selon nous, de préparer notre secteur à l'avenir et pas de nous retrouver au pied du mur. Parce qu'en fait, la réglementation est en train d'évoluer, donc on va se retrouver en fait à devoir suivre des nouvelles règles législatives. On a une hausse des coûts aussi qui va arriver avec la raréfaction des ressources à laquelle il faut qu'on se prépare, et évidemment les conséquences très concrètes du dérèglement climatique auquel il faut qu'on trouve des solutions maintenant et pas une fois que ce soit trop tard. Ok, merci beaucoup Alissa. Du coup, je vais revenir un peu sur les différents points. Vanessa Merlin, je vais m'adresser à vous à nouveau. Il y a la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire qui date du début d'année, qui est venue modifier la réglementation sur la publicité en boîte aux lettres. Donc jusque-là, on était dans une logique où on devait dire non à la publicité si on n'en souhaitait pas. Et là, ce sera d'office non, et il faudra le signifier si on en veut. Donc en fait, ça change un peu la façon de fonctionner, notamment sur la publicité de proximité qu'on recevait essentiellement par ce biais-là, et qui est une publicité qui est connue pour avoir, enfin la publicité print, pour avoir donner plus d'émotion et engager plus à l'achat. Donc, mais est-ce qu'on peut continuer à faire de la communication papier qui est souvent commerciale en tenant compte de ces enjeux environnementaux ? Vous avez donné quelques clés de réponse tout à l'heure, mais... Oui, voilà. Alors on peut choisir un imprimeur vert. Comme je disais tout à l'heure, si on choisit un papier recyclé ou si on choisit un papier certifié, il n'y a pas de souci. Il faut connaître aussi l'origine du papier. Si c'est un papier qui est recyclé mais qui vient du bout du monde, il n'y a plus aucun intérêt. Alors je dis toujours, il faut vraiment choisir un papier local, un papier français, un papier européen. Il faut toujours faire attention à cette origine. C'est vrai que ça nous fait un peu peur, ce WePub. On est déjà un secteur en difficulté, l'impression diminue tous les jours. On se rend compte aussi par le vote électronique. Il y a beaucoup de choses qui passent par le digital aujourd'hui. Aujourd'hui, l'impression, comme vous disiez tout à l'heure, ça crée une émotion. Ça reste quand même le média préféré des Français. C'est un outil performant. C'est pas éphémère. Ça, c'est son avantage. Ça perpétue aussi un savoir-faire. Et puis le papier, tout simplement, en fait, c'est beau. Quand on a un beau papier dans les mains, on le garde, on s'en souvient. Donc c'est ça qui fera notre différence aujourd'hui. Et vous voyez justement une évolution par rapport aux demandes clients que vous avez sur les outils qu'on privilégie aujourd'hui sur le papier par rapport à avant où c'était beaucoup plus courant? Alors aujourd'hui, les demandes... un client vient chez nous parce qu'on a cette démarche environnementale, cette démarche verte. Il va chercher le conseil justement pour élaborer un produit écologique.
c'est sûr qu'on va le conseiller sur sa façon, pas sur la façon de la tenue du message, parce qu'on ne peut pas intervenir là-dessus, mais plutôt sur vraiment la création du produit, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'aspect du papier, sur la quantité du papier qu'il doit fournir, sur le format aussi, pour optimiser justement le format et limiter cette gâche papier. Okay. Voilà comment on peut conseiller aujourd'hui nos clients. Ok, merci beaucoup. Je vais m'adresser à nouveau à Alexis Crissen. Vous avez une démarche du coup qui est complètement différente du goodie traditionnel. Est-ce que du coup vous pensez que c'est une façon de réhabiliter le cadeau d'entreprise ou le cadeau d'événement qui tendait justement en simplifiant les choses, on se disait le goodie c'est pas écologique donc on arrête en fait tout simplement. Mon objectif, c'est pas de réhabiliter le goodie, c'est à la limite, en effet, quand il est inutile, fait au bout du monde en plastique et que les gens s'en servent pas, je considère que, un, il remplit pas son rôle, et deux, c'est une source de pollution, donc on devrait essayer de le limiter au maximum, comme tous les autres sujets d'ailleurs, hein. Le goodie, pas plus qu'autre chose, la communication, pas plus qu'autre chose, la question vraiment de l'utilité et de la pertinence de ce que nous faisons dans nos métiers respectifs se pose à chaque instant, étant donné l'ampleur de la crise que nous traversons. Maintenant, nous, ce que nous cherchons à faire, c'est de mettre le pied à l'étrier des entreprises qui ont un sacré enjeu de transformation en matière de RSE, qui cherchent des solutions pour s'engager. Et on a identifié dans l'objet un levier intéressant, parce qu'il a cette capacité à diffuser un message dans notre cas d'engagement, de participation à un projet philanthropique. L'objet, c'est quelque chose qu'on porte sur soi, qu'on porte dans sa poche, il y a quelque chose d'intime, en fait, si vous voulez, dans ce rapport à un média très particulier qui est celui de l'objet. Et donc, encore une fois, mon but n'est pas de réhabiliter les goodies. D'ailleurs, on a plaidé, vous avez parlé il y a 2 minutes de la loi contre le gaspillage qui a amené l'interdiction d'un certain nombre de plastiques à usage unique. Nous, on a milité pour que soient intégrés dans le périmètre de cette loi les objets qu'on pourrait qualifier de superflus, au-delà de ceux qui sont à usage unique. Donc, pourquoi pas certains goodies. Donc, certains goodies, en effet, pour moi, devraient disparaître, mais quand on fait ce que nous faisons, à savoir générer un maximum de retombées positives et mettre le pied à l'étrier pour permettre à des entreprises d'opérer, de faire un pas de plus dans leur transition écologique et de créer des ponts entre des associations qui ont besoin de financement et des entreprises qui cherchent à s'engager davantage. Encore une fois, donner de l'emploi à des personnes en situation de handicap, etc., etc. Du coup, ce procès en inutilité me semble complètement pas adapté à notre activité, parce que notre utilité, c'est pas le goodie, c'est tout ce que notre activité permet de générer comme impact positif par ailleurs, au service quand même d'un enjeu de communication des organisations qui, lui, va pas disparaître. Les organisations vont pas ne plus vouloir communiquer ou ne plus avoir besoin de communiquer. Donc, à nous, entrepreneurs, à nous, professionnels de ce secteur, à nous réinventer pour proposer aux entreprises et aux organisations d'atteindre leurs objectifs de communication, de se rendre visibles auprès de leurs cibles, de fidéliser leurs clients, de se différencier dans des marchés où il y a tellement de volume d'informations qu'on s'y perd, en le faisant avec des solutions qui sont génératrices d'impact positif. Dans ces cas-là, le procès en inutilité, pour moi, n'a pas de sens. Si on arrive à aligner un objectif de communication avec des retombées positives pour la société, et ben à ce moment-là, oui, maximisons la communication des entreprises. Mais ce chemin est difficile de faire en sorte que la communication soit génératrice d'impact positif. Oui, donc voilà. Mais ce que je dis là s'applique à tous les secteurs, toutes les entreprises. Bien sûr, il y a une image comme ça que la com, c'est un truc superflu, mais enfin, on pourrait en débattre des heures parce que la com des ONG, la com, les mobilisations citoyennes, Greenpeace qui arraisonne un bateau ou Sea Shepherd, c'est de la com, mais enfin, quelle utilité? Donc, dire que la com, comme ça, renvoyer, d'un revers de la main, dire la com c'est inutile, pour moi, c'est absurde. Mais quelle com, au service de quoi? Et qu'est-ce qu'elle permet de générer? Et quel est son impact? À ce moment-là, je pense qu'on est dans le bon débat.
Ok, oui, donc finalement ici, l'objet, il vient nourrir la stratégie RSE de l'entreprise en allant plus loin, en utilisant la com finalement pour aller plus loin. Du coup, on va montrer l'exemple dont vous parliez tout à l'heure. Donc il y a une petite vidéo. Avec Disney, on a conçu un bracelet original à l'occasion du lancement du Roi Lion. Et pour chaque bracelet, 1 euro va être reversé à l'association Panthera qui agit au Sénégal et qui aide à protéger les derniers lions en danger critique d'extinction. Nous avons conçu le bracelet Simba avec Disney de façon éco-responsable. Il est composé de 3 éléments. Un cordon en lin qui a été filé, teinté et tressé en France dans une entreprise du patrimoine vivant. Le médaillon en bois, issu de forêts éco-gérées en France. Et enfin la carte, qui est imprimée, labellisée Imprime Vert, sur du papier recyclé. Nous sommes à l'ESAT de Pamiers, en Ariège. Nous accueillons 200 ouvriers en situation de handicap. Alors travailler sur ce projet est très enthousiasmant pour nos équipes. Il faut avouer que les ouvriers ressentent beaucoup de fierté et d'enthousiasme à travailler sur la réalisation de petits médaillons représentant le Roi Lion. C'est très valorisant pour eux. Voilà, vous avez vu un exemple concret du coup de communication par l'objet qui a été fait pour Disney. Je vais revenir et m'adresser à Alissa au niveau de la production audiovisuelle. Je crois que vous aviez des chiffres à nous présenter. Oui, tout à fait. On peut montrer les slides peut-être. Donc, c'est des chiffres qui sont issus de notre dernière étude sur l'impact carbone du secteur audiovisuel qu'on a publié en novembre 2020. Et donc, cette étude évalue l'impact du secteur audiovisuel à 1,7 million de tonnes équivalent CO2 par an. Donc, c'est ce qu'on voit sur le slide. Oui. C'est donc le secteur audiovisuel, comme on voit ici, c'est une comparaison donc avec d'autres secteurs. C'est de loin pas du tout le secteur le plus polluant, mais ça a quand même un impact non négligeable. Et peut-être qu'on peut montrer le deuxième slide qui précise en fait ce que prend en compte ce chiffre. Qui essaie donc vraiment, on a vraiment essayé d'avoir une approche globale de toute la vie d'une production audiovisuelle, de sa fabrication à sa diffusion. Et donc, on voit que la production en soi ne représente que 18% de l'impact total du secteur. Et l'impact le plus fort est généré par le streaming vidéo qui a évidemment explosé aussi en 2020. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir qu'on n'a pas inclus dans ce chiffre l'impact de la fabrication des équipements dont on parlait tout à l'heure dans la keynote sur le numérique, qui a vraiment un impact énorme sur notre environnement. Et donc c'est vrai que c'est l'outil de base en fait, qui est l'outil qu'on utilise finalement pour regarder ces vidéos, qui est très impactant aussi. Exactement. Ok. Et mais paradoxalement, la vidéo c'est aussi un outil formidable pour sensibiliser sur justement les questions du développement durable. Donc, comment résoudre un peu le paradoxe qu'il y a entre finalement cet impact environnemental de la vidéo et finalement le fait que ce soit un outil puissant de communication? Moi, je pense qu'en tant que professionnel du secteur audiovisuel, on a deux responsabilités. C'est d'abord de donner l'exemple en réduisant notre impact environnemental de notre activité physique de fabrication de contenu. Mais ça passe en effet aussi par les contenus qu'on présente en fait et les histoires qu'on raconte. Et je pense que là, il y a deux choses qui sont intéressantes. Et là, je parle plutôt en tant que coproductrice qu'au nom d'EcoProd. C'est qu'on a à la fois ce qu'on appelle le placement d'éco-gestes, où en fait, on peut, dans une fiction qui, par exemple, Plus belle la vie l'a fait assez souvent, en fait, dans une fiction qui ne parle pas du tout de changement climatique ou d'éco-responsabilité, de faire du placement d'éco-gestes, donc de mettre des poubelles
du tri de poudre de déchets, de parler de zéro déchet, enfin vraiment d'intégrer en fait des gestes éco-responsables dans une fiction qui n'a pas du tout pour sujet le climat. Mais ça passe aussi par ce qu'on appelle les nouveaux récits, qui est vraiment une manière de réfléchir à comment est-ce qu'on peut penser un monde plus durable et plus désirable à travers la fiction, et comment est-ce que la fiction peut nous aider à imaginer en fait des alternatives au monde qui existe aujourd'hui. Ok, oui, en fait, c'est une responsabilité des communicants de créer des nouveaux récits, des nouvelles identités où chacun peut que chacun pourra s'approprier pour faire évoluer. Donc, merci beaucoup pour ces interventions. Je vais redonner la parole à Valérie Martin. Valérie, je vais vous demander justement qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ces témoignages entendus dans cette table ronde sur ces nouvelles pratiques de la com. D'abord, je trouve que c'est extrêmement intéressant puisque Vanessa, Lisa ou Alexis nous ont présenté chacun leur activité. Il y a des mots-clés qui m'ont marqué. D'abord, je retiendrai que c'est important et je pense que ça, Alissa, elle a commencé à l'aborder. C'est ne pas séparer la manière de délivrer le message et son contenu. Je pense que c'est très complexe. Si on sépare les choses comme ça, on se dit ah ben non, mais moi je m'occupe pas du message, donc c'est pas de ma faute. Je suis un peu gênée par ça. Je pense qu'il y a vraiment une responsabilité collective en tant que communicant, en tant que filière de la communication, des acteurs de la communication. Je pense qu'Alexis aussi l'a un peu abordé. Une deuxième chose, sur le oui à la pub, c'est une expérimentation qui est proposée notamment dans le cadre du projet de loi climat et résilience, une expérimentation qui va se faire avec des collectivités locales volontaires pour 18 mois. Voilà, c'est juste pour redire ces éléments-là. Ça s'appuie sur une étude que l'ADEME a réalisée notamment pour regarder les freins et les leviers d'un tel dispositif. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, il ne faut pas hésiter à aller regarder cette étude. Un autre point qui m'a aussi interpellée, c'est deux choses. Alors, je partage ce que dit Alexis, le gadget, pour pas dire le goodies, le meilleur goodies, c'est celui qu'on n'a pas, dont on ne sert pas et qu'on ne produit pas. Mais il y a dans certains cas, c'est vrai, il y a un besoin quand même de communiquer et il ne faut pas faire comme s'il n'y avait aucune nécessité. Donc ça, j'ai trouvé ça. Il pose des questions qui sont des questions réelles. En revanche, c'est clair que produire de l'objet marketing pour de l'objet marketing en plastique avec des espèces de petits composants qui se cassent très rapidement, voire même que l'on prend et que l'on jette parce qu'il est déjà cassé. Je voudrais pas citer par exemple des événements où on vous lance comme si vous étiez des animaux, en l'occurrence un certain nombre de produits qui sont issus de pays où on va dire les droits de l'homme ne sont pas les mieux respectés du monde. J'ai une vraie difficulté. Ce que dit Alexis, ce qu'il raconte de tout son projet est effectivement intéressant et on entend bien la notion d'utilité et donc, mais également d'acceptabilité quelque part par l'ensemble de ceux qui vont les recevoir. Néanmoins, moi, je me pose une question et je me dis que par rapport aux marques qui vont s'associer, ma plus grosse interrogation, ce serait peut-être sur le risque de greenwashing. Je m'explique. Si le fait de passer par de l'objet d'engagement tel que le propose Alexis est fait dans une démarche sincère, transparente, humble de la part de la marque qui s'y réfère, j'allais vous dire, c'est plutôt extrêmement positif. En revanche, si on se sert de cette façon de s'engager pour pouvoir mettre en avant et sans aucune proportionnalité ni véracité par rapport à la réalité de son action, une action verte que l'on va qualifier de verte et de durable, là j'ai un vrai gros problème et j'ai vraiment pour moi la crainte que cela serve plutôt le greenwashing. Et quand on sait que, alors les chiffres, ils évoluent pas beaucoup au fur et à mesure des études, mais en gros on a une toute petite trentaine de % de gens qui ont confiance dans les marques,
qui sont en plus particulièrement vigilantes sur ces questions de greenwashing. De toute façon, à un moment ou à un autre, l'effet boomerang, il peut arriver. Donc je dis attention à ce que l'on fait, attention à la façon dont on communique et dont on veut se donner une image qui soit plus responsable, plus verte, en utilisant une démarche, un concept qui, sur le fond, est intéressant, mais pour lequel on pourrait avoir envie de tirer la pelote un peu trop loin. Un autre point, c'est sur la question du plantage d'arbres. Alors, je dis le plantage d'arbres parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Faut-il planter des arbres ? Juste une toute petite donnée comme ça, parce que voilà, c'est des chiffres qui commencent à circuler. On me disait récemment, il faudrait que chaque Français plante 1200 arbres, tout en s'assurant de leur bonne gestion, pour compenser 30 ans de sa propre des émissions de sa propre consommation. 1200 arbres par Français. On est déjà 66 millions. Autant vous dire que le boisement de l'ensemble des surfaces non boisées de France n'y suffira pas. Donc attention à ces questions de plantage d'arbres ou autres, etc., ou de compensation par rapport à ce plantage d'arbres. C'est important, ça, bien évidemment, la séquestration supplémentaire de carbone par le fait de planter des arbres est importante, il faut le valoriser. Mais attention, par rapport aux émissions actuelles, on ne joue pas dans la même catégorie. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important à dire. Dernier petit point peut-être, et je trouve que c'est intéressant ce que disait Alissa aussi tout à l'heure sur les nouveaux récits. Nous, on est particulièrement engagés là-dessus parce qu'on sait que la communication, elle a un fort pouvoir de nous embarquer dans un imaginaire. Aujourd'hui, la communication, c'est beaucoup la consommation, c'est le bonheur. Pour faire évoluer cette vision du monde et pour avoir une vision du monde et des modes de vie qui soient plus compatibles justement avec les limites finies de la planète, il y a aussi ce rôle-là de la communication et de ces nouveaux récits qui peuvent passer notamment au travers des films, des séries, c'est par exemple ce dont parlait Alissa, mais aussi par rapport au fait que l'on va promouvoir un papier, c'est ce que disait Vanessa tout à l'heure, qui porte un logo que l'on va afficher clairement, fièrement, pour pouvoir ainsi faire comprendre quelle est la démarche, et non pas en tout petit, derrière, tout caché, etc. Parce qu'il y a encore pas mal de gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire PEFC ou FSC. Je ne parle pas des gens lambda, je parle des professionnels de la communication eux-mêmes. Donc ça, je pense que c'est important. Le fait aussi de revendiquer cet affichage environnemental, des labels, des logos officiels, bien évidemment, et pas ceux qui ressemblent à une espèce de terre toute verte avec des petites feuilles qui vont dans tous les sens, ça colle pas. Mais où je pense que ça, là-dessus aussi, nous tous, autour de la table, on a une véritable responsabilité. Et puis, vous avez posé la question, Marie, tout à l'heure, de faire de la communication avec de la vidéo. Tout le monde trouve ça super pédagogique, c'est extrêmement intéressant, etc. Je dis oui, mais je dirais la même chose que ce qu'Alexis a dit, il faut que ce soit utile. Et pour moi, faire de la vidéo, parce que ça fait bien, parce qu'il y a une sorte d'infobésité et de course à l'heure actuelle à l'échalote pour toujours plus produire, plus publier, etc. Je ne suis pas certaine que ça aille dans la démarche de sobriété qui a été précisée, je crois que c'est par Sylvain tout à l'heure, et dans laquelle je crois profondément. Donc réfléchir aussi à l'utilité, aussi bien d'un support, mais quel qu'il soit, ou d'un objet, quel qu'il soit, ça fait partie aussi d'une démarche de communication responsable, c'est de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Et si j'en ai besoin, comment je développe et comment je propose mon projet? Merci beaucoup Valérie. Pour ces éclairages qui sont très intéressants, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a vraiment une urgence de communiquer différemment et qu'en fait l'idée c'est aussi que les acteurs de la communication, mais aussi les annonceurs, ils se soient sensibilisés sur le sujet pour progresser ensemble et avoir une adéquation entre les messages et les supports. Valérie, dernière chose avant de nous quitter, je crois qu'il y a bientôt un nouveau guide de l'ADEME qui va sortir justement autour de la com responsable. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire plus ?
Alors, le guide de la communication responsable, là, il est en cours, il fonctionne très bien, il est vendu 12 €. Donc, celui-là, c'est parfait. En revanche, nous avons un nouvel outil, enfin, on a remis à jour l'outil pour l'événementiel, l'outil ADER, d'autodiagnostic des événements. Et c'est un outil que nous avions créé en 2010 avec tout un ensemble, tout un collectif qui aujourd'hui avait fort besoin d'être revu, d'être réfléchi. Donc, eh bien, il va sortir tout début avril, je pense vers le 6 avril, mais dans la prochaine table ronde, je pense que Dominique Béard, qui nous a aidés aussi à revoir cet outil, pourra en parler. Un parcours de près de 200 questions autour de différents thèmes comme l'alimentation, la mobilité, la communication numérique, mais aussi, et ça c'est intéressant, la solidarité et la mobilisation, et qui ne s'intéresse plus seulement aux événements physiques en présentiel, mais avec les évolutions que nous connaissons depuis mars 2020, qui s'intéressent aussi aux événements digitaux. Et donc, d'ici, je vais dire le 6-10 avril, eh bien, on pourra retrouver ce nouvel outil revu et mis à jour sur événementsresponsables.adem.fr. Eh bien, on pourra trouver un nouveau motif pour vous inviter, Madame Martin. Merci d'avoir été avec nous. Très gentil d'avoir partagé les travaux de l'ADEME qui sont effectivement très précieux pour nous guider vers les démarches RSE dans les métiers du marketing, de la communication et encore plus demain dans ceux de l'événementiel. L'événementiel, c'est la séquence qui nous attend juste après Marion. Je tiens à te remercier pour l'animation de cette séquence communication en partenariat avec Place de la Communication. Je ne manque pas de saluer l'ensemble des intervenants qui ont concouru à la qualité de ces échanges. Constant Calvo, Sylvain Boyer, Anthony Le Cerf, bien sûr, mais aussi sur la table ronde, Vanessa Merlin, Alexis Krisev, Alissa Aubank et bien sûr Valérie Martin. Que vous dire, moi je retiens que finalement un vieil adage de la communication selon lequel la forme c'est le fond qui remonte à la surface est d'autant plus précieux aujourd'hui et qu'il faut le garder en tête. Je vous annonce le programme de la suite avec une partie sur donc l'événementiel et sur les événements qui deviennent eux aussi responsables.